Bonjour à tous. Je m'appelle Caroline Arthu et avec François Labarthe, j'ai l'honneur donc de, c'est ça, hein, c'est de modérer donc la journée, enfin l'après-midi du séminaire. Et donc je vous présente Monsieur David Romain Bertolon, qui va vous présenter lui-même donc le dispositif En Patient. Donc, un dispositif de formation exclusivement dédié aux parents. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Très honoré d'être parmi vous aujourd'hui et félicitations pour la qualité des interventions de ce matin pour montrer l'importance du développement de l'éducation thérapeutique du patient. Donc moi je suis David Bertolon, je suis aussi un intervenant en éducation thérapeutique du patient depuis presque 30 ans. J'ai pu accompagner le développement de programmes d'éducation thérapeutique du patient dans le VIH, dans d'autres maladies. Et aujourd'hui, on va vous faire part un petit peu de l'expérience autour d'une formation mise en place il y a un peu plus d'1 an et qui s'intitule Parents Experts, c'est-à-dire qu'à destination des parents d'enfants souffrant de maladies rares. C'est une formation qui est interfilière. G2M y a participé. Et on va vous présenter un petit peu ce dispositif de formation qui ressemble à une formation donc, de 40 heures pour patients intervenants, mais à destination des parents. Et vous aurez aussi le témoignage de 2 participants à cette formation. C'est une formation qui a été très riche humainement, c'est-à-dire que le besoin de formation a été d'abord validé en interfilière dans le but de former au sein des associations de patients des parents référents qui peuvent rendre service aux autres parents et donc de pouvoir faire le point sur la relation d'aide, de l'entraide entre parents. Et dès le départ, on a choisi que cette formation soit aussi ancrée dans l'ETP. Pourquoi? Parce que vous l'avez dit, il y a de plus en plus de sollicitations de votre part pour les associations pour venir rejoindre des équipes d'ETP. Alors on commence toujours le premier jour autour de, voilà, si vous aviez une image pour illustrer votre rôle de parent, si c'était un animal, qu'est-ce que ce serait? Si vous étiez un super-héros, qui vous seriez en tant que parent d'enfants souffrant de maladies rares? Et on a souvent ces images qui reviennent. Et si je les place en premier, c'est parce que cette formation, sur le plan humain, est très, très particulière. J'ai rarement vécu des moments aussi forts. Et je pense qu'il y a une spécificité dans l'accompagnement des parents, un fardeau de la maladie, un fardeau de ce qu'ils ont apporté, à prendre en considération quand on va aborder la question de l'apprentissage et de la formation des parents. Et il y a beaucoup de choses qui vont remonter autour de ces besoins d'accompagnement, autant dans les centres experts, il y a un bon accompagnement des soins, autant les parents se sentent souvent quand même démunis quand ils sont en retour à la maison. Et l'aspect social, l'aspect psychologique sont des dimensions qui sont assez fondamentales à prendre en considération. Et moi, en tant que formateur, ça a été parfois quelques claques, parce que les témoignages sont quand même très authentiques, mais très forts. On a réalisé déjà 4 formations et le but c'est que je vous présente un petit peu ce qu'il en est. Donc je ne vous présente pas trop mes activités, mais on a un organisme de formation en ETP, on fait une vingtaine de formations de 40 heures par an. On réalise aussi des supports pédagogiques. Bon, tout ça, c'était notre activité. Donc, le format qui a été décidé de faire, en tout cas, pour cette formation, vu aussi la prise en considération de la disponibilité des parents, qui est très limitée. Cette formation de 40 heures, elle se décline en 10 demi-journées, 10 samedis matins. Et chaque samedi matin est espacé de 2 semaines. Donc, c'est une formation qui a lieu sur 20 semaines. On va dire 4-5 mois, qui s'accompagne aussi un petit peu de e-learning et beaucoup aussi de travaux entre chaque session. Comme on vous l'a dit depuis ce matin, la e-formation, en tout cas, permet aux personnes, bien sûr, de faire des travaux personnels en amont de chacune des sessions. Et c'est ce qu'on retrouve clairement dans cette formation.
En tout cas, une formation 100% à distance, ce qui permet de réunir aussi des gens sur un territoire, enfin sur l'ensemble du territoire. On a eu des gens de La Réunion, on a eu des gens de différents... et qui réussissent à suivre cette formation. Donc bon, ça c'est les dates des différentes formations, et c'est pour illustrer qu'il y a eu 17 filières qui ont été impliquées. Donc aujourd'hui, on en est à cette 4e formation là qui est ici, et les gens, enfin les représentants de la filière métabolique, c'était plutôt la formation du dimanche. Parce qu'à un moment, on a fait une formation le samedi, une formation le dimanche. Bon, les évaluations sont plutôt très positives, mais je ne vais pas vous parler de ça, je vais plutôt vous parler de ce qu'on arrive un peu à échanger par rapport à l'apprentissage. C'est-à-dire que c'est une formation action, et tant qu'à faire, quitte à se former à l'ETP, autant se former à, si demain il y avait un programme d'ETP pour les parents, qu'est-ce qu'on mettrait dedans? Comment on ferait un bilan éducatif partagé? Comment on peut construire des séances? Et donc, on a essayé de co-construire, en tout cas en même temps que cette formation, des outils qui soient transposables dans la réalité des parents. Sachant que l'implication possible des parents experts dans l'ETP, c'est soit de s'impliquer dans un programme déjà existant, ce qui est le cas de certains cas de figure, de co-construire un programme d'ETP avec vous, ou pourquoi pas co-construire un programme d'ETP qui serait uniquement basé au niveau associatif. Je pense qu'il y a la place, en tout cas, à faire un programme d'ETP parents interfilières, parce que les besoins transversaux sont quand même se recoupent souvent. Et on a même trouvé le nom de Supra School, parce que Supra, c'est pour super parents rares, et donc on a déjà un petit peu le nom, et entre eux, ils s'appellent déjà les Supra, donc je pense qu'on peut capitaliser là-dessus, parce que bon, vous savez que l'histoire du parent expert, patient expert, c'est compliqué, mais Supra, ça peut passer. Donc, les outils d'ETP qu'on a pu envisager, c'est déjà de partir classiquement de ce qu'on trouve dans un programme d'ETP. C'est quoi le référentiel de compétences? C'est quoi les outils pour faire remonter les besoins éducatifs? Comment retranscrire le diagnostic éducatif? Déroulé de séances? Envisager des outils d'animation? Des outils de traçabilité, des outils d'évaluation, sachant que la plus-value aussi de cette formation à distance, c'est que d'emblée, les parents se forgent à l'utilisation d'outils de formation à distance, et que même peuvent après du coup se dire, si demain j'avais à animer une séance à distance, que ce soit l'utilisation de post-it ou d'un Padlet ou d'autres choses, on l'a fait déjà en formation, donc c'est aussi une façon de se former à l'utilisation des outils d'interaction à distance. Le référentiel de compétences, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais tel qu'il est à peu près arrêté aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, est-ce que les parents d'enfants souffrant de maladies rares, donc les compétences, c'est est-ce qu'ils connaissent le réseau de prise en charge médicale, est-ce qu'ils connaissent la maladie de l'enfant, est-ce qu'ils connaissent les droits et les aides et droits dont je peux bénéficier? Ça, c'est un module important dans la formation, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de parents qui sont vraiment paumés dans les démarches administratives, de gens qui ont arrêté leur boulot depuis 18 mois pour s'occuper de leur enfant et qui ne perçoivent toujours pas l'AEEH parce qu'ils ne savent pas que ça existe, ou ils n'ont pas l'énergie d'aller chercher des aides. Donc le problème des droits, c'est qu'il faut aller les chercher pour les obtenir, et qu'on n'est pas toujours que eux souffrent d'un peu un manque d'accompagnement. Alors, ce n'est pas du tout une réalité peut-être dans les maladies métaboliques. Nous, encore une fois, on est sur 17 filières. Mais il y a toujours des témoignages quand même très prégnants de droits, et ils découvrent qu'ils ont des droits et personne ne leur a jamais dit. Et c'est tout souvent très, très impactant pour eux. Je suis à l'aise dans les différents soins à la maison, donc vous parliez bien sûr de l'apprentissage pendant l'hospitalisation, mais il y a beaucoup de parents aussi qui disent qu'une fois qu'ils sont rentrés chez eux, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, et qu'ils essaient de se débrouiller comme ils peuvent pour réaliser les soins. Et il y a aussi des choses sans doute les aider à apprendre. Il y a beaucoup d'enjeux d'apprentissage aussi par rapport à ça. Je me projette dans l'avenir, beaucoup de complications, beaucoup de difficultés pour les parents de se projeter dans l'avenir avec leur enfant, bien sûr avec des réalités, je vous l'ai dit, de maladies rares bien sûr bien différentes. Il y a des personnes où ils savent que l'avenir, ça sera de plus en plus compliqué et que l'issue sera malheureusement
je vais pas trop... Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, mais il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de sous-entendus comme ça qu'on n'arrive pas non plus à se dire les uns les autres pendant ces formations. Mais il y a beaucoup d'émotions et le thème de l'avenir, le thème du retentissement personnel, le thème du prendre soin de soi en tant que parent. Dès que vous commencez à poser la question aux personnes, comment vous pourriez mieux prendre soin de vous-même, il y a des énormes choses qui vont sortir sur la souffrance psychologique et le manque d'accompagnement. Donc la gestion du stress, faire attention à son couple, arriver à rire, à faire attention à son équilibre, avoir du temps libre, différentes activités, etc. Donc on a ce référentiel de compétences qui permet de faire un bilan éducatif et de pouvoir s'ancrer, pourquoi pas, sur des besoins éducatifs. Autrement, on utilise aussi beaucoup le baromètre qualité de vie personnalisé ou les fiches et l'ADEB pour ceux qui les connaissent, c'est-à-dire quand on prend les 21 thèmes de la vie quotidienne, lesquels posent problème pour les parents et comment est-ce qu'on pourrait les aider à accompagner des résolutions de problèmes. Donc tout ça, on s'entraîne en fait pendant la formation et il y a beaucoup de parents qui font des diagnostics éducatifs d'autres parents au sein de l'association ou autre. Après, ça c'est la retranscription d'un diagnostic éducatif. Les déroulés de séance, pour le moment, on en a plutôt écrit 3, donc testés pendant la formation, que ce soit une séance sur les aides et les droits sociaux, une séance sur la gestion des relationnels, de la communication intrafamiliale entre les différents frères et sœurs, puisqu'un enfant qui souffre d'une maladie rare, ça a un retentissement sur la fratrie, et les parents doivent apprendre à gérer aussi le temps qu'ils passent avec leur enfant malade, mais aussi le temps qu'ils doivent consacrer à leurs autres enfants, avec beaucoup de culpabilité, beaucoup d'enjeux. Donc de travailler par exemple sur la communication non violente, etc. Et puis on a fait une séance de soins sur comment ne pas devenir fou quand on a des soins à faire à la maison. Et donc aussi l'organisation concrète des soins à la maison pour les parents qui sont en charge de ces soins-là. J'ai perdu. Je crois que je dois à peu près arriver à la fin de mes 10 minutes, mais comme bien volontiers de pouvoir échanger avec vous par questions-réponses tout à l'heure. Mais juste de dire que vraiment l'enjeu de l'accompagnement des parents, pour moi, il est vraiment à formaliser. C'est-à-dire que autant l'organisation des soins est bonne, autant il y a beaucoup de souffrance et beaucoup d'éléments à renforcer chez les parents pour qu'ils puissent tenir le plus longtemps possible. Les associations font un travail remarquable, mais il y a beaucoup de parents isolés, beaucoup de gens qui n'osent pas, qui n'ont pas l'énergie psychique, tout simplement de dire que ça ne va pas, parce qu'il faut continuer à avancer, et prendre le temps de l'ETP ou d'une formation telle que parents experts pour poser les choses, je crois que ça permet aux personnes déjà de ne pas se sentir isolées. Il y a énormément de solidarité qui se joue, à tel point c'est que les groupes WhatsApp qu'on a mis en place avec la formation, ça continue d'exister bien au-delà de la formation. Je ne l'ai pas dit, mais si je l'ai dit, on est dans une formation à distance, mais finalement le grand jeu l'année dernière, c'était de se dire comment on va réussir à se retrouver. Et donc, chaque fois qu'on voyage en France, on arrive à rencontrer un des parents. Enfin, il y a on partage tous des photos on s'est trouvé à tel ou tel endroit, parce qu'il y a aussi ce besoin de se retrouver. Donc, pour la première fois, pour la 4e formation, on a fait une rencontre en présentiel, qui s'est très bien passé du reste. Mais il y a beaucoup de liens qui s'est créé avec WhatsApp et avec aussi un groupe Facebook, donc des supra parents rares. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Katharina, qui va peut-être vous parler de son expérience à elle, ou à Blaise, parce que je ne sais plus dans quel ordre ça va passer. Merci beaucoup. Oui, donc on fera la discussion commune après. On va avoir 2 expériences, j'allais dire de parents experts, j'ai compris qu'il fallait dire de supra. Donc on commence par Madame Katharina Gentil. Vous aviez un support diapo ou pas ? Non, il n'y a pas besoin. Voilà, on vous écoute comme ça. Mais j'ai pas de support, donc ça va être peut-être un petit peu moins ludique. J'ai mon petit cahier. J'ai combien de temps ? 5 minutes, c'est ça. Bon, je vais essayer environ. D'accord. Je vais essayer de rentrer dedans, mais voilà, il y aura peut-être un petit peu plus d'émotion. Car forcément, je parle de sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. Voilà, j'ai mes petites notes aussi. Donc, comme David vient de dire, c'était une formation qui s'est déroulée
sur 10 ateliers, 10 séances de formation. On a commencé au mois de septembre, on a finalisé début du mois de février. Et nous étions voilà, un groupe de parents qui voulaient participer, soit voilà, via les associations ou les filières. On a été orientés pour participer à cette formation. Alors moi, donc, je m'appelle Gentille Ekaterina. J'ai un petit peu, comme on dit, double casquette, puisque je suis une maman d'un enfant, d'un garçon de 14 ans atteint de la maladie des lysosomales, et je suis de formation infirmière aussi. Je travaillais depuis plusieurs années dans un service d'hématologie à l'hôpital Saint-Louis. Voilà, aujourd'hui, je lève un petit peu le pied, je suis moins dans le soin, je suis dans le domaine de la petite enfance, mais je tenais à vous dire, parce que voilà, cette double casquette aussi me sert beaucoup dans la vie et me permet aussi d'avancer. Et voilà, je ne ferme jamais les portes, je suis toujours hâte d'apprendre de nouvelles choses et découvrir de nouvelles choses. Et d'ailleurs, concernant l'éducation thérapeutique, moi, ma formation infirmière remonte, c'était aux alentours des années 2010. Il y avait déjà la formation éducation thérapeutique qui était intégrée dans le parcours de soins infirmiers. Voilà. Après la réforme universitaire. Donc, c'est vrai que pour moi, personnellement, cette formation-là, c'était beaucoup de piqûres de rappel. C'était voilà, très, très riche en émotions, comme David vient de dire. Nous sommes des parents supra, des super parents, des enfants qui ont ces maladies rares. Donc, nos enfants sont rares. Nous sommes un petit peu rares aussi. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, que vous, les équipes de soignants qui nous accompagnez, vous êtes rares aussi, en fait. Voilà, et on s'appuie beaucoup sur vous. Vous pouvez aussi vous appuyer sur nous faire confiance. Et on est tous rares, mais très précieux. On a des expériences quand même riches. Et moi, je voulais faire un petit clin d'œil par rapport à ce qui a été dit par l'intervenant de ce matin. C'était, si je ne me trompe pas, Stéphane Jacquemin de l'Université de Genève. Moi, j'espère que d'ici quelques années, voilà, quand on va parler de IETP, on va pouvoir citer un professionnel de santé, par exemple, pour illustrer justement quelqu'un qui... voilà, la personne qui médiatise, qui sait à distance, qui sait à distance de voilà, projeter, faire des formations et que tout le monde connaît. Voilà. Donc je tenais à le dire. Peut-être ça va vous sembler un petit peu pompeux ce que je suis en train de dire, mais voilà, encore une fois, c'est nos connaissances, notre expérience, c'est la force. Et moi, j'espère que c'est comme ça qu'on va arriver à changer, même peut-être révolutionner des choses. Mais en tout cas, le programme que nous avons suivi, ça nous a permis aussi de prendre conscience, de voilà, réaliser tout cela. Donc c'était important. Les séances voilà, il y avait 10 séances, 10 classes virtuelles à distance. Moi, je distingue aujourd'hui, à ce jour, qu'il y a eu quand même 2 grands objectifs. C'est déjà voilà, la découverte pour certains et pour d'autres l'apprentissage ou l'approfondissement de l'écoute active. Certains parents, voilà, ils apprenaient ce que c'était. Donc, et c'était très important pour nous d'en parler, de comprendre qu'est-ce que c'est, de voir les outils, par exemple, pour mener un entretien avec les familles, avec les parents, avec les patients. Donc, on a appris des outils aussi que David il a su nous expliquer, nous amener. Voilà, c'était très, très intéressant. Et puis, on a appris aussi à savoir comment concrétiser le projet, de quoi on pouvait partir, quelles sont les étapes essentielles pour construire le projet ETP. Donc, c'était important aussi. Après, tous ces ateliers, ils étaient accompagnés de divers exercices, mise en situation. Parfois, voilà, il y avait du travail. Et tout ça, encore une fois, ça nous a permis de bien prendre conscience. Voilà, pourquoi on le faisait, pour qui, avec quel objectif. Il y avait beaucoup d'émotions, donc je pense qu'il y avait des parents qui, justement, ils avaient besoin de cette formation-là pour dire, voilà,
ce sont mes limites. Je vais m'arrêter là parce que, voilà, c'est trop fort, ça me touche beaucoup et je ne peux pas aller plus loin. Et puis d'autres qui en avaient besoin de ça pour se confirmer, pour se dire que je peux participer, je peux rencontrer d'autres familles, je peux les accompagner. Donc c'est une étape cruciale. David, parfois, il nous a mis aussi dans les situations, je le regarde, un peu compliquées, voilà, pour qu'on garde cette motivation, l'énergie, et voilà. Donc, je pense au texte sur le l'aviron, surtout. Donc, on a, par exemple, lors de premiers ateliers, il nous a fait découvrir un texte avec les termes, voilà, que la population lambda peut-être, enfin moi personnellement je ne maîtrise pas trop. Et après l'exercice c'était par exemple de réexpliquer à d'autres personnes qui n'ont pas lu le texte de quoi il s'agissait alors que nous-mêmes on ne le maîtrisait pas. Voilà, donc c'était une sacrée expérience, voilà. Mais en tout cas, c'est important de comprendre parce que quand on parle de la santé, c'est vrai que voilà, pour les personnes, le sujet est complexe, les termes. Enfin, quand on ne maîtrise pas, quand on ne connaît pas, il faut savoir parfois différer, il faut savoir parfois expliquer autrement ou orienter vers les personnes ressources. Tout le monde ne sait pas faire ça, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. S'il y a la volonté d'apprendre, c'est possible. Voilà. N'hésitez pas si je ne suis pas très claire dans ce que je dis, vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de souci. Bon, je vais conclure, je vais juste dire, voilà, encore une fois que c'était une expérience très riche en émotions. Il y avait des vrais exercices pour apprendre à avoir la distance, prendre la distance. Et encore une fois, à fixer nos limites. Parce que pour nous, c'est très important, pour les parents supra en tout cas. Et on a eu des parcours quand même assez fragilisants. Et sachant que nous voulons maintenant aider les autres, mais nous devons aussi nous préserver. Voilà, ça c'était important. Je vous remercie. Deuxième témoignage de parents experts qui est M. Blaise Mulliez, mais qui est enregistré, c'est bien compris. Donc on va regarder le film et puis on fera la discussion après. Bonjour à tous. Sachant en avance que je ne pourrai malheureusement pas être parmi vous aujourd'hui, j'ai fait en sorte avec l'aide de la filière G2M, de réaliser cette petite vidéo pour partager quand même avec vous ma très enrichissante expérience de la formation parents experts proposée par David Romain Berthelon. Je me présente, je m'appelle Blaise Mulliez, je suis papa de 2 enfants atteints de phénylcétonurie, une maladie métabolique dépistée lors du test de Guthrie, à la naissance donc. Le traitement de la phénylcétonurie consiste, pour faire simple, à suivre un régime très sévère, très strict, pauvre en phénylalanine et par extension en protéines. Mes 2 enfants sont suivis à Toulouse par le docteur Gors et étaient auparavant suivis par le docteur Toiti. Vous avez pu, je crois, écouter le docteur Gors et le docteur Toiti en fin de matinée. Et c'est le docteur Toiti qui m'a recommandé auprès de la filière pour participer à la formation. C'est un grand témoignage de confiance et je l'en remercie. Alors, comme je le disais précédemment, cette formation a été particulièrement enrichissante pour moi à différents points de vue. D'abord d'un point de vue personnel, peut-être un petit peu égoïste aussi. Alors, durant la formation, j'ai pu faire la rencontre de nombreuses personnes touchées, comme moi, par le handicap de leurs enfants. Et les témoignages de ces mamans sont entrés en résonance avec ma propre expérience, chacun à son échelle, bien entendu, mais j'entendais les mêmes problématiques, les mêmes difficultés, et aussi, bon, bien sûr, il faut s'en réjouir, les mêmes victoires. Et ça fait du bien, quelque part, de se dire, on n'est pas seul. Mais alors, il y a une question qui se pose après, c'est comment peut-on aider ces parents qui traversent les mêmes doutes et les mêmes peurs que nous? Et c'est là, pour moi, l'énorme intérêt de la formation, outre la qualité des interventions de David. L'énorme intérêt de la formation, c'est de nous fournir de très nombreux outils pour construire des séances d'éducation thérapeutique et aider les parents et les patients à mieux appréhender, mieux dompter, mieux gérer leur maladie, leur handicap au quotidien. Grâce à de très nombreuses mises en situation, qui prennent parfois un peu l'allure de mise en abîme par rapport à notre propre expérience,
David nous guide pas à pas, nous apprend des techniques d'écoute active, nous apprend la manière de conduire un entretien. Grâce à des outils graphiques, ludiques, pédagogiques, il nous montre comment aider parents et patients à prendre conscience ou à mettre des mots précis, quand parfois on ne sait pas le faire, sur leurs difficultés. Difficultés qui peuvent être d'ordre pratique, au quotidien, logistique, d'ordre relationnel, avec le corps médical, avec les écoles, avec son propre enfant malade, avec la famille plus ou moins proche, ou aussi des difficultés d'ordre administratif. David a d'ailleurs intégré dans sa formation des rappels complets sur les droits et les aides auxquels parents et patients peuvent prétendre, mais que parfois on ignore. C'est donc un environnement, un écosystème complet d'accueil, d'écoute, d'accompagnement que David nous aide à développer au long de cette formation. Personnellement, je suis sorti plus fort et plus sûr de moi à l'issue de toutes les séances. Aujourd'hui, je me sens et je suis légitime pour intervenir auprès des patients et des parents lors de l'annonce de la maladie ou plus tard, à tout moment de la vie, dans les moments de doute. Avant la formation, j'aurais certainement eu une attitude un peu gênée, ne sachant pas trop quoi dire à des parents qui m'auraient sollicité, ni pourquoi j'aurais été là. Aujourd'hui, je me sens à ma place face à ces parents ou patients, et je suis en mesure de les écouter et de construire avec eux et pour eux des séances de TP adaptées à leurs besoins. Sur un autre plan, je me sens aussi aujourd'hui légitime pour intervenir sur les différents réseaux sociaux et forums relatifs à la maladie de mes enfants, pour, sinon empêcher, au moins contenir vraiment la diffusion d'informations erronées. Alors, je n'ai pas la casquette du médecin, ce qui est une chance, parce que certains parents et patients, désolé pour les médecins, mais certains parents et patients estiment qu'ils ont un regard parfois trop clinique, mais je ne suis pas non plus aujourd'hui un parent tout à fait comme les autres. Grâce à la formation, je suis devenu un parent expert. Et je tiens encore une fois à remercier très chaleureusement David pour l'incroyable qualité de sa formation et l'énorme richesse de son contenu. Et j'invite vraiment tous ceux qui en auront l'opportunité à la suivre. Je remercie également le Dr Touati de m'avoir incité à y participer. Et je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Est-ce que vous avez des questions? Je trouve que c'est un domaine qu'on ne connaît pas super bien, on ne va pas se mentir. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître, il y avait Pascal qui avait une question. On a vu apparaître les associations de patients, ça fait, je pense, longtemps qu'on collabore avec les associations de patients, qu'on faisait déjà intervenir les parents, mais d'une manière informelle et pas bien structurée. Donc, je crois que c'est un vrai progrès, ça. En clair, je sais que par exemple, ça fait très longtemps que je vais tous les ans au Feu Follet et où on fait des groupes de parole sur des thématiques données. Et on a toujours insisté sur le fait que ce ne soit pas un docteur qui anime ou une diététicienne qui anime, c'est un docteur plus un parent. Et parce que la vision est super complémentaire, mais c'est totalement informel. Là, c'est l'étape d'après, où le parent devient vraiment expert, y compris dans la manière de communiquer. C'est ça qui est super important, je trouve, et qui permet vraiment de guider les choses. Et je crois qu'il faut vraiment le vivre comme quelque chose de complémentaire ou de collaboration, mais qui ne remplace pas. C'est pas les docteurs n'ont pas le temps de faire le TP, donc c'est les parents qui vont le faire. C'est vraiment de la collaboration. Après, je me tais. Non, je rejoins François. D'abord, c'est très complémentaire de tout ce qui a été proposé ce matin en ETP. Il y a des parties de vie, de la vie à la maison dans ce qui a été présenté ce matin, mais c'est très complémentaire ce que vous proposez. Donc, j'avais deux questions. C'était la sélection des parents. Donc, c'était les filières qui ont permis à des parents de participer à cette formation. Est-ce qu'il faut le proposer à tous les coordinateurs d'associations payés par les filières? Moi, c'est pratico-pratique aussi. Et puis, est-ce que ce serait intéressant que des soignants écoutent ou alors surtout pas? Parce que c'est justement du domaine des parents. Parce que c'est quand même complémentaire ce que vous avez raconté. Vous avez compris ma question? La sélection des participants, c'est des filières qui la font. Donc, il y a un appel à projet. Enfin, je pense que l'appel à candidature... pour la 5e, là, il doit être en cours. Alors après, au début, on avait imaginé des critères un petit peu, par exemple, 2-3 années après le diagnostic, des choses comme ça, parce que, en fait, les réalités sont différentes aussi selon les pathologies. Pardon. Et donc, les critères, c'est avant tout le souhait de pouvoir accompagner d'autres familles.
Enfin, et après, bien sûr, la formation de pouvoir mettre un peu de côté sa propre histoire pour pouvoir aider les autres, enfin, tout ce que peut apporter la relation d'aide, les enseignements de la relation d'aide. Hein. Et après, moi, j'aimerais qu'il y ait des journalistes, tout simplement, qui suivent l'expérience de ces parents, parce que je vous assure qu'il y a des transformations incroyables entre le premier jour et le dernier jour. Et donc, alors, je ne sais pas, vous, si soignant, vous pourriez observer, mais ce qui se passe est quand même assez fort. Vis-à-vis de toutes les autres formations que j'ai pu vivre, les transformations sont assez incroyables. Donc non, on ne peut pas être observateur, je suis désolé. Ou alors tout est en replay. Enfin, je sais pas. Il peut y avoir un travail de recherche. Enfin, il pourrait y avoir des choses. Mais ça, on pourra en parler à part si vous le souhaitez. Est-ce qu'il pourrait y avoir des soignants? Tu étais soignant. Oui, voilà. Pour moi, peut-être je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à cette question, mais après, je me dis qu'il faut, comme personnellement, je réagis ça sur beaucoup de sujets. Il ne faut pas fermer les portes. Il ne faut pas fermer les portes. Il faut se dire que voilà, tout ça se dit. Il faut qu'il puisse avoir un échange. Recherche, peut-être oui, peut-être soignant pourrait avoir sa place au sein de ces formations, pourquoi pas, parce que voilà, on ne sait pas, c'est pas les débuts, mais on n'est pas encore, on n'est pas à la fin, voilà, on fait des preuves, ces formations-là font leurs preuves en ce moment, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut garder une petite porte ouverte pour les échanges éventuellement, pourquoi pas. Après, en ce qui concerne les financements, je pense que la question, il faut plus demander les filières directement. Mais après, il peut y avoir des financements, c'est une question particulière. Il peut y avoir, pareil, plusieurs solutions. Moi, j'avais une question. Vous avez dit qu'il y avait des gens qui faisaient la formation et en faisant la formation, trouvaient qu'ils arrivaient au bout et qu'ils ne feraient pas autre chose. Est-ce que vous avez un retour sur ça, du nombre de gens qui font la formation et qui, au final, se disent « c'est pas pour moi » et de ceux où, justement, se disent « voilà, ça a vraiment un intérêt, je vais continuer là-dedans ». C'est encore un peu tôt pour avoir du retour à distance. On pourrait peut-être... en tout cas, je pense que la première promotion, il y en a au moins 6 ou 7 qui sont inscrits à des DU derrière. Donc, ils ont même capitalisé encore au-delà de la formation des 40 heures. Les DU patients partenaires, des DU médiation en santé, des DU ETP. Donc, il y a des vocations et je pense qu'on pourra peut-être aborder la question, mais il risque d'y avoir une professionnalisation quand même, parce qu'il y a vraiment des besoins. Enfin, le conseiller parent doit exister quelque part. Et pour le moment, ça existe de façon informelle au sein des associations. Et je pense que ça devrait pouvoir se formaliser d'une façon ou d'une autre, de cette médiation entre parents, comme il en existe dans plein d'autres exemples. Les parents qui décrocheraient, entre guillemets, c'est plutôt des gens qui sont tout simplement pas disponibles, mais qui vont le rester au moins au sein de leur association. Hein. Il n'y a pas forcément... Tu penses... Je peux me retourner. Enfin, en tout cas, moi, là, je parle. J'ai vécu cette formation en tant que participant et je me rappelle des témoignages quand même des personnes qui disaient que voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Certes, maintenant, je vais prendre mon temps parce que voilà, c'est encore douloureux. Je me sens très fragile. Voilà, ça fait rebondir beaucoup de choses. Donc, se lancer tout de suite dans quelque chose de concret, non, ça, je me vois pas tout de suite là-dedans. Et c'est entendable. Enfin, voilà, mais ça fait, oui, comme David vient de dire, ça fait partie des objectifs aussi de la formation. Et vous avez, par exemple, vous, je sais pas, des qualités, des choses comme ça que vous trouvez nécessaires pour faire la formation. Je sais pas, je me dis, là, ça a l'air super, peut-être qu'on va avoir beaucoup de demandes. S'il faut proposer à certains types de personnes, je sais pas, comme disait Pascal, qu'est-ce qu'il faudrait, d'après vous, aux gens qui voudraient faire la formation des qualités, prérequis. Ouais, des prérequis, voilà, oui, en se disant, là, comme vous disiez, des gens qui ont
quand même du temps. Est-ce qu'il y a des petits critères qu'on pourrait nous mettre en avant pour dire telle personne elle remplit déjà ces petits critères avant de nous proposer, je crois qu'il y a au moins une page d'éléments de cet ordre-là. Je pourrais vous les faire passer. Je ne les ai plus vraiment en tête, parce que encore une fois, c'est vous qui les avez au sein des filières. Mais oui, c'est l'engagement en temps surtout qui va poser problème. Et je me permets aussi de préciser, puisque cette formation se fait sur une plateforme à distance, en fait, moi, je dois contacter tous les participants un à un avant le premier jour. C'est-à-dire qu'il faut vérifier les connexions Internet, les trucs, etc. Donc, il y a aussi la possibilité à ce moment-là il y a un questionnaire de recueil des attentes. Enfin, il y a pas mal de choses pour baliser la participation des personnes en amont. Et donc, clairement, la dernière fois, il y a quelqu'un, en un mois, je n'ai toujours pas réussi à l'avoir pour pouvoir faire le test de connexion. Donc, il y avait un souci, soit de disponibilité, soit de... Et puis, cette personne n'est pas venue faire la formation. Mais... Donc, en tout cas, c'est bien balisé pour l'accompagnement en amont. Moi, j'avais une petite remarque qui rejoint un peu ce que vous avez dit tous les trois, je trouve. C'est que moi, ce type de formation, je pensais que c'était vraiment une formation pour pouvoir accueillir les autres parents ou quelque chose comme ça. Et en fait, tous les trois, vous avez dit, ça nous a surtout apporté des choses de perso. Et c'est rigolo, parce que je ne m'attendais pas tellement à ça. Et, donc mais c'est aussi un argument, c'est-à-dire qu'on le fait aussi pour soi, on ne le fait pas que pour aider les autres. Oui, en fait, tout à fait. Tous les trois, vous l'avez dit. En fait, complètement, vous avez complètement raison. J'ai même noté ça quelque part, alors j'ai oublié de le dire, mais effectivement, je disais que oui, on était dans le cadre de formation où il y avait, on apprenait ce que c'est une approche centrée sur le patient, en parlant de l'éducation thérapeutique, avec l'objectif d'éducation, bien entendu, mais en double sens. En double sens, toujours. Voilà, le patient apprend. Et celui qui anime l'atelier, et si on parle de cette formation-là, voilà, que ce soit l'animateur ou les participants, tout le monde apprenait. Voilà. C'est encore plus vendeur présenté comme ça. Sur le plan théorique, c'est juste de dire que l'ETP est centré sur le patient, les formations à l'ETP doivent être centrées sur les participants à la formation. Et donc, si les participants à la formation ont des besoins, il faut les entendre, il faut les accompagner. Donc, et les parents, ils ont des besoins. Et c'est ce que je voulais aussi c'est surtout ce message-là que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de besoins du côté des parents. J'avais une question pour savoir comment vous étiez intégré dans les équipes soignantes. Par exemple, quand il y a un nouveau patient qui arrive, les parents souhaitent rencontrer d'autres parents, comment va être programmée l'intervention à distance? Qui la programme? Est-ce que c'est le médecin? Comment ça se déroule tout ça? Alors là, pour l'instant, je n'ai pas encore pratiqué les séances de l'ETP, puisqu'on entend encore le retour de l'ARS sur le programme qui était finalisé. Maintenant, ça va être lors de l'atelier, on va l'animer en binôme. Voilà, on est intégré dans l'équipe de soignants complètement. Alors, bien entendu, avec la partie peut-être confidentialité qui sera réservée aux soignants auxquels on n'aura pas d'accès. Mais après, si vous voulez, bien entendu, le parent expert, je voulais revenir sur ça, il peut pas animer tous les ateliers. Tout à l'heure, Dr Pichard, par exemple, quand elle a fait la présentation, elle parlait, voilà, moi je me suis concentrée sur cet atelier-là. Qu'est-ce que c'est la maladie, le fonctionnement, le déroulement, le traitement. Voilà, il y a des parties médicales qui doivent être animées par le médecin, accompagnées par le professionnel de santé, bien entendu. Maintenant, moi, personnellement, je me suis beaucoup investie dans les ateliers concernant la corrélation entre la vie familiale et l'hôpital, la scolarité et l'hôpital, et la prise en charge, dans tous ces sujets-là, où effectivement, je pense que parent expert, il a toute sa place, voilà, ou patient expert. En fait, pour moi, c'est simplement pour préciser les modalités au niveau de la filière, en fait, pour accueillir et faire la formation. Donc, il y a un quota, comme c'est une formation en interfilière, donc il y a un quota par filière. Et nous, bien sûr, on est disposé à financer la formation pour n'importe quel parent qui soit en fait proposé par bien sûr, un personnel médical, par un centre, voilà. On est ouvert et on a un quota et on voudrait le respecter à chaque fois. Voilà. J'avais une question plus pour M. Berthelon. Vous êtes seul, vous êtes une équipe, et quelle est votre formation à vous?
est-ce que vous êtes seul à animer ça? Est-ce que vous êtes une équipe? Et quelle est votre formation à vous? C'est plus dirigé... Je ne me suis pas trop présenté, mais donc moi je suis formateur en ETP. Donc en patient, on est une structure qui fait une vingtaine de formations de 40 heures par an. Je dois en animer une dizaine. Donc patient et je viens du monde associatif VIH, comme je le disais. Donc, et après on a travaillé dans d'autres pathologies. J'ai pas entendu en fait votre question. Si j'étais... C'était juste savoir votre parcours, je ne sais pas, est-ce que... si j'étais seul, le parcours... oui, je suis un peu seul le samedi à le faire. Et puis samedi et dimanche, c'était too much. Il n'y a pas une équipe avec vous? Non, parce que c'est compliqué. Enfin, d'abord parce qu'il fallait inventer le concept de cette formation. Et puis maintenant, j'aimerais bien passer le relais. Donc, appel à candidature. Mais les samedis matins, il faut trouver des gens. C'est-à-dire qu'il y a une vraie contrainte par rapport à la faisabilité de cette formation. Qui est nécessaire, etc. Mais sur lequel je pense que de mon expérience de formateur, ça nécessite pas mal de disponibilité et pas que temporelle. Mais je serais ravi de pouvoir aussi en parler avec d'autres personnes. Mais il y a un besoin, et si on pouvait la dupliquer, cette formation, si on pouvait la faire, s'il y avait 2 formateurs qui faisaient la même formation le samedi matin, il y a des besoins. Donc il faut trouver des solutions pour cette formation, pour l'animation. Merci à tous pour vos questions et merci beaucoup pour vos réponses. Je peux compléter juste d'une petite interrogation. Avez-vous un flyer de présentation de cette formation pour aider justement les soignants à... Oui, alors c'est centralisé par la filière FIMATO, mais qui doit vous faire passer au sein de G2M la présentation avec le programme, les prochaines dates, etc. Donc tout ça, c'est vous qui pouvez le transmettre. Mais autrement, je peux vous le renvoyer. Bon, merci beaucoup en tout cas. Ouais, on va être obligé d'avancer dans le programme parce qu'on a déjà pris du retard. Et donc c'est Aude Pion et Laurent François sur l'ETP avec un petit film, si j'ai bien compris. Alors, on va vous présenter le programme national d'ETP à thématique transversale. Donc d'abord, nous ne sommes pas du tout des professionnels de l'ETP. Donc Aude Pion est chargée de mission et elle a une formation d'infirmière, une formation de base d'infirmière. Et donc moi, je suis chargé de mission sur la filière G2M et ma formation de base est diététicien. Donc on a juste une formation des 40 heures d'ETP, c'est tout. Donc l'objectif de ce programme, 3 objectifs. Le premier était de pallier la carence d'outils éducatifs. Donc ça, c'est un constat qui a été établi lorsqu'on a fait un recensement sur la filière. C'était en 2020, je crois, sur les outils qui existaient pour l'ETP et qui étaient utilisés au niveau des centres maladies rares. Et en fait, j'avais souvent comme retour, on ne fait pas d'ETP, on n'a pas d'outils. Voilà, point. Le deuxième objectif, c'était limiter les inégalités d'offres en ETP. Donc ça, c'est une réponse à l'action 7.3 du plan national maladies rares 3, qui est de faciliter l'accès à l'éducation thérapeutique. Et là, on pense tout de suite quand même à la dispensation en distanciel de l'ETP qui va faciliter en fait cette réponse à cette action. Et le troisième objectif, c'est d'harmoniser les recommandations et pratiques en ETP. Et ça, c'est une réponse aux sous-actions de l'action 7.3 du PNMR 3. Et c'est aussi, et peut-être surtout, une demande des patients et des associations. Il y a beaucoup de patients qui nous disent dans telle équipe, ils font comme ceci, ou ils disent comme cela. Donc, il faut essayer quand même d'harmoniser les choses. Alors, la structure de ce programme... contrairement à un programme dédié à une maladie, on va avoir des modules qui vont être complètement indépendants, distincts, sans lien les uns avec les autres. Après, on a des modules qui vont être structurés comme un programme classique, avec des séances. Ces séances vont être constituées d'ateliers. Ces ateliers vont comporter des outils. Alors, j'ai mis des outils simples, parce que pour l'instant, on fait les choses sans prestataire d'accompagnement ETP. Et puis, on a aussi des questionnaires et des évaluations des acquisitions. Donc, il y a plusieurs modules, un module pour chaque thématique.
on a commencé par un premier module qui concerne la pratique du prélèvement sanguin sur papier buvard. Et puis, il y a d'autres modules qui vont arriver. On a commencé à travailler sur le deuxième module qui est comprendre la transmission génétique. Un troisième module probablement sur la transition et d'autres thématiques comme ça qui vont arriver. La liste n'est pas encore définie. C'est très long à faire, hein. Donc là, le premier module que Aude va vous présenter, on travaille depuis pratiquement 1 an, hein, je pense. Hein, ouais, c'est ça. Et ça a été quand même, à partir de la vidéo qui a été faite pour le prélèvement, que Aude va vous montrer, ça a été le déclencheur en fait, de cette action. Ça a été l'idée de départ. Voilà, donc comme je viens de le dire, premier kit réalisé, faire un prélèvement sanguin sur papier buvard. Donc Aude va vous présenter tout ça, tous les outils qu'on a créés et qui vont être distribués bientôt aux centres maladies rares concernés. J'en reparlerai tout à l'heure. Je laisse la parole à Aude. Bonjour, merci. Donc, je vais vous parler de l'origine du kit. Donc, l'origine du kit, c'est la vidéo du tutoriel sur le prélèvement sur papier buvard. Ce kit va répondre à un besoin récurrent d'outils pour les soignants pour communiquer sur l'importance de la conformité des prélèvements et de rentabiliser cet outil en intensifiant son utilisation. Donc là, vous voyez la vidéo, mais sans son. Alors, ce kit, on a fait appel à la validation du kit auprès des coordonnateurs et des centres concernés par Sandy en décembre 2021, auprès de tous les centres. Et 7 centres nous ont fait un retour, dont 2 médecins, 3 diététiciens et 2 infirmiers, que nous remercions. Donc là, je vais vous présenter la composition du kit. Donc il y a des guides d'animation avec des conducteurs de séance. Donc ça, c'est en mode présentiel et on va adapter en mode distanciel. Pour l'instant, il n'est pas encore fait. Donc dans ce kit, il y a 5 objectifs pédagogiques pour l'éducation initiale, avec une séance pour les parents et une séance pour les patients, adolescents et adultes. Alors la chronologie de base des ateliers est adaptée en fonction des besoins. Donc le premier objectif, c'est apprendre et comprendre les bonnes pratiques du prélèvement sur papier buvard. Le deuxième, c'est identifier les conditions de prélèvement. Le troisième, identifier les critères qualité du prélèvement. Le quatrième, maîtriser le circuit d'envoi. Et le cinquième, c'est pratiquer le prélèvement ou l'autoprélèvement pour les patients adolescents et adultes. Donc dans le premier objectif, le point de départ, c'était la vidéo. Donc la vidéo du tutoriel a un accès facilité grâce au QR code qu'il suffit de scanner sur son téléphone. La vidéo est aussi accessible sur le site de la filière dans la Documentech et la vidéo peut aussi être téléchargée sur un ordinateur. Dans les séances, on a prévu aussi donc de CD d'affiches A3 qui sont recto-verso pour reprendre les points importants en demandant aux parents et aux patients ce qu'ils souhaitent revoir. Dans le deuxième objectif, donc, c'est identifier les conditions de prélèvement à l'aide d'affiches et de dépliants remis aux patients. Donc là, on parle du moment du prélèvement qui est la condition la plus importante. Donc juste avant un repas, 3 heures après, à jeun au lever. Dans le deuxième objectif, il y a aussi les zones de prélèvement. Donc on peut aussi céder de l'affiche et du dépliant remis aux patients. Et ça a été un point d'harmonisation entre les équipes. Donc au niveau de la main, les zones privilégiées, c'est les 3 derniers doigts en enlevant l'index et le pouce et de piquer sur le côté du doigt. Et pour les bébés, on fait au pied sur le côté du talon. Alors le troisième objectif, c'est identifier les critères de qualité du prélèvement. Donc là, on peut céder de l'affiche, de dépliant et de remis aux patients et d'un jeu de cartes que je vous présenterai tout à l'heure. Et là, avec 4 cartes, là, on peut expliquer la conformité et non-conformité du prélèvement. Donc, il y a 2 cartes avec des tâches correctes. Donc, il faut faire une goutte à déposer en une seule fois et il faut que la tâche transperce et apparaisse à l'envers comme à l'endroit du buvard. Et donc, il y a une carte avec des tâches insuffisantes et une carte avec des tâches superposées. Et donc, en fonction des centres, c'est 1 ou 2 cercles à remplir.
Donc le quatrième objectif, c'est maîtriser le circuit d'envoi, donc à l'aide de la fiche et du dépliant remis au patient. Donc pour envoyer le buvard, donc il faut attendre qu'il soit sec, l'envoyer le jour même à l'adresse indiquée par l'équipe soignante, dans une enveloppe avec une ordonnance. Donc l'ordonnance, ça a été certaines équipes étaient étonnées, mais c'est obligatoire pour répondre à la législation. Et ça permet de prendre en compte l'activité ambulatoire de ces actes de biologie. Et on remercie le professeur Jean-François Benoît de nous avoir transmis la législation et les explications. Donc le cinquième objectif, c'est pratiquer le prélèvement. Donc ça se fait en présentiel. Donc on montre le geste aux parents plusieurs fois. Et l'objectif, c'est d'accompagner les parents à maîtriser le geste quand ils sont prêts à le faire. Donc là, je vais vous présenter tous les outils qui ont été faits. Donc il y a 2 affiches A3 recto verso pour les parents et 1 pour les patients adolescents adultes. Il y a un dépliant remis aux parents, pardon. Et là, donc ça reprend toutes les étapes du prélèvement. Et il y a le QR code pour la vidéo du tutoriel dessus. Et il y a un autre dépliant qui est adapté aux patients adolescents et un qui a été adapté aux adultes. Et il y a un jeu de cartes. Alors le jeu de cartes, on s'est inspiré de l'équipe du jeu de cartes de l'équipe de Rennes qui l'utilise. Et ça on peut l'utiliser en éducation initiale ou en renforcement. Et il y a des cartes pièges. Donc ça reprend toutes les étapes. Et ça peut servir aussi d'évaluation. Donc dans les autres outils, il y a 2 grilles d'évaluation des acquisitions, une pour ceux qui utilisent des lancettes et une autre pour ceux qui utilisent un autopiqueur. Et il y a 2 questionnaires de satisfaction, donc un questionnaire de satisfaction pour les parents aidants, patients adultes, et un questionnaire de satisfaction adapté aux enfants. Donc nous remercions tous les participants à la construction du kit pour la vidéo du tutoriel, le guide d'animation en présentiel et pour le jeu de cartes. Et là, je vais relaisser la parole à Laurent qui va vous expliquer comment acquérir le kit. Alors vous voyez, ce sont des outils simples, pas forcément très bien construits, mais enfin on a fait à partir des captures de la vidéo en fait, du prélèvement. Et donc pour acquérir le kit, on va envoyer début juin un Google Form très rapide à remplir pour centraliser les demandes. On va demander la référence d'un soignant et l'adresse d'expédition pour envoyer tous ces outils. Entre juillet et septembre, on va procéder à l'impression. Donc, on va faire appel à un imprimeur professionnel pour les affiches, les dépliants, et puis tout ce qui est cartes et puis les grilles d'évaluation et les questionnaires. C'est une impression par la filière, donc par nous. Et puis, à partir d'octobre, je pense qu'on pourra commencer à expédier les kits aux équipes qui l'auront demandé. Et puis dans un an, donc décembre ou début 2024, je pense qu'il faut qu'on fasse une évaluation de ce kit, savoir s'il a été utilisé et surtout s'il y a des modifications à apporter, parce que c'est quand même très compliqué d'harmoniser comme ça toutes ces pratiques, surtout sur un prélèvement sur papier buvard où les pratiques quand même divergent d'un centre à un autre. Voilà pour ça. Alors ensuite, c'est la vidéo sur l'ETP. Donc c'est une vidéo qui est sur la page d'accueil de la rubrique ETP du nouveau site internet de la filière. Qu'est-ce que l'ETP? Donc comme son nom l'indique, c'est une vidéo pour expliquer aux gens ce qu'est l'ETP. Vous avez des nouveaux parents qui arrivent, qui n'ont jamais entendu parler de ETP. ETP, ils ne savent pas du tout ce que ça veut dire. Équivalent temps plein, voilà, c'est l'acronyme pour ça. Donc c'est quelque chose qui me paraît vraiment important. Et c'est une vidéo qui s'adresse à tout le monde, aux enfants, aux grands-enfants quand même, et qui inclut les aidants, qui parle des professionnels de santé, comment se déroule la vidéo, la dispensation, je veux dire. Donc voilà, donc je vous laisse la regarder, elle dure 5 minutes à peu près. Les personnes atteintes d'une maladie chronique doivent souvent vivre avec un traitement tout au long de leur vie, parfois dès leur naissance.
Et les personnes atteintes d'une maladie rare sont amenées à apprendre à bien vivre avec leur maladie, parfois sans traitement pour soulager leurs symptômes. Il est donc important qu'elles apprennent à prendre soin de leur santé, à en être le principal acteur. Ce sont elles qui, généralement, détectent les premiers signes de déséquilibre de la maladie, mais aussi l'entourage proche ou d'autres personnes que l'on appelle les aidants. Le patient peut ainsi décider et agir sans délai pour prévenir une aggravation des symptômes et l'apparition de complications évitables. Au quotidien, cela sous-entend l'organisation de leur traitement, la réalisation des soins et de leur suivi avec différents professionnels de santé. Pour y parvenir, il est préférable de bien comprendre sa maladie, ses traitements et d'apprendre à les intégrer dans son quotidien. C'est ici que peut aider l'éducation thérapeutique des patients que l'on désigne par ces 3 lettres, ETP. L'ETP, c'est une démarche de soins définie par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et recommandée en France par la Haute Autorité de Santé, l'HAS. Elle est basée sur la compréhension des besoins, des attentes du patient et des personnes qui l'entourent, les aidants. Elle est là pour aider les patients, accompagnés de leurs proches, à vivre au mieux avec leur maladie et ses traitements. Leur vie personnelle, professionnelle et sociale. C'est une démarche qui doit également être adaptée aux plus jeunes patients, en prenant en compte, par exemple, leurs besoins liés à la vie scolaire et extrascolaire. En fait, tout patient et aidant, quel que soit le type, le stade et l'évolution de la maladie, peut bénéficier d'une offre d'éducation thérapeutique. Mais alors, comment ça marche concrètement ? Ça commence par une discussion avec un professionnel de santé pour établir ce que l'on appelle un bilan éducatif partagé, BEP. Ce bilan va permettre de convenir et de planifier un programme d'activités éducatives personnalisées. Ce programme personnalisé peut comporter des séances individuelles et des ateliers en groupe. L'ETP est dispensé, c'est-à-dire réalisé par une équipe pluridisciplinaire, composée généralement de professionnels de santé, de patients formés à l'ETP, appelés patients experts, et d'acteurs de l'associatif. Chacun apporte une approche différente de l'expertise médicale à l'expérience personnelle. Mais toutes ces personnes doivent être formées à l'ETP, à sa dispensation en individuel et à l'animation de groupe. Mais alors, comment se déroulent les séances ? On distingue 2 formats de dispensation, la dispensation en présentiel et la dispensation en distanciel. En présentiel, les ateliers et séances peuvent avoir une durée moyenne de 2 heures. Ce format est particulièrement adapté pour les groupes car il permet des temps longs d'échange entre les participants. En distanciel, on fait ce que l'on appelle de l'IETP ou ETP numérique. À distance, les participants et les animateurs communiquent par ordinateur ou tablette interposée. Le patient, placé dans son cadre habituel de vie, est dans une situation plus rassurante qui peut favoriser les échanges et les apprentissages. Les séances ont une durée plus courte, mais elles peuvent être plus fréquentes car les participants n'ont pas besoin de se déplacer. Le format qui associe une dispensation en présentiel et en distanciel est souvent bénéfique pour les participants. C'est ce que l'on appelle l'ETP hybride. Quelle que soit sa modalité, l'ETP permet une nouvelle relation entre les patients et les professionnels de santé, basée sur l'échange et le partage des expériences de chacun. L'ETP en groupe peut aussi parfois atténuer les sentiments d'isolement et d'incompréhension ressentis par les personnes atteintes d'une maladie rare héréditaire du métabolisme. Grâce à elle, les patients et leurs proches peuvent mieux comprendre leur maladie, anticiper plus facilement des situations à risque, bénéficier d'un accompagnement social, psychologique plus soutenu et surtout, reprendre confiance en eux. Oui, on peut peut-être faire une séance de questions. Hein, oui, on peut faire. Merci beaucoup. On peut les applaudir, c'est un sacré boulot.
Je voudrais juste remercier quand même Asa, qui est chef de projet sur la filière et qui nous suit tout le temps sur nos projets pour concrétiser tout ça, en fait. Et c'est quand même beaucoup de travail aussi. Hein. Créer la vidéo, c'est un prestataire qui l'a créé, mais il faut valider à chaque fois. Il y a beaucoup d'allers et retours pour valider ce qu'ils ont fait. Donc voilà, et Asa est toujours avec nous. Merci à Asa et à vous pour ce travail et cette présentation. Est-ce que vous avez des questions dans la salle pour Laurent et Aude? On aurait dû commencer par la vidéo ce matin, en fait. Là, ça explique bien ce que c'est que l'ETP, c'est très bien. Oui, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai juste un petit commentaire. La suite, ça sera l'harmonisation des papiers buvards dans la filière, parce que je crois qu'on a tous des papiers buvards un peu différents et que parfois ça modifie les résultats de biologie. Donc ça sera un petit questionnaire, on va vous envoyer qu'est-ce que vous utilisez comme buvard, qui le commande, plein de petites questions toutes bêtes, mais d'harmonisation. Voilà. Donc on voit bien ce que peut apporter l'ETP de concret sur le parcours de soins des personnes atteintes de maladies rares, puisque c'est souvent l'occasion en fait, de repenser les pratiques et de les harmoniser. Merci beaucoup pour ce travail sur le buvard. Je pense que ça va beaucoup aider. Les biochimistes vont être contents aussi d'avoir des prélèvements conformes, en fait, parce qu'il y a des buvards qui sont indosables, en fait. Il ne faut pas les techniquer s'ils sont mal faits. Donc, voilà. Une petite question ici, ou une remarque. Oui, juste l'idée que la formation pour le buvard, là, c'est l'idée que les parents puissent le faire de chez eux, le mettre à la poste et l'envoyer directement. C'est ça, c'est ce qu'on leur demande pour dans le suivi, surtout pour les patients phénylcétonuriques et puis les leucinoses. Et quels sont les prochains programmes transversaux? Les prochains modules, alors il y a comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le module génétique qui est en cours. On a commencé à travailler avec l'équipe de Rennes, parce qu'on a été sollicité par... ils ont un patient expert dans leur équipe qui nous a sollicité, qui voulait faire des choses pour aider les patients. Donc voilà, et comme elle travaillait avec les infirmières de génétique, et qu'on voulait faire quelque chose sur la génétique. Alors après, il ne faut pas que ce soit redondant avec les parties génétiques qui existent déjà dans les programmes. Mais là, l'idée, c'est quand même de couvrir tous les modes de transmission génétique et de faire des séances d'IETP pour tous les patients, hein, quelle que soit la maladie. Et donc après, il y a la transition. Alors on a des idées aussi, il y a l'ETP sur les voyages, la préparation des voyages, donc voyager avec une maladie héréditaire du métabolisme. J'ai des idées aussi sur la grossesse, aussi, faire quelque chose en général sur les femmes avec un régime hypoprotidique. Ouais, c'est ça. Voilà. On avait partagé avec Pascal, entre midi et deux, là-dessus, sur le fait qu'on va retrouver des modules un petit peu redondants. Et en fait, il faut peut-être penser à certains modules transversaux. C'est-à-dire que ce que tu dis, la transmission génétique, oui, ça va concerner plein de modules ETP. Et à la limite... Peut-être qu'il faut commencer par cela et après, tu vas reprendre systématiquement le truc qui a été fait pour que ce soit homogène et qu'on ne perde pas un temps fou à refaire ce qui est déjà fait. On l'a vu ce matin, hein, parce que la partie génétique, évidemment... Il y a eu un exemple, je trouvais, l'équipe de Marseille, ce qu'ils ont présenté leur ETP. Le dernier truc, c'est tout le côté, le volet social, la prise en charge 100%, les aides sociales. C'est commun à toutes les maladies chroniques. Donc ce serait un peu bête de retraiter différemment dans chaque truc. Donc il y a sans doute besoin de modules un peu transversaux qui vont être communs, quoi. Et interfilières, oui. Alors le social, typiquement, enfin, la LD, les aides financières et tout ça, la génétique aussi, oui. Alors transition, il y a un peu des spécificités, tu vois, c'est-à-dire que la transition, c'est bien travailler dans la mucoviscidose, dans le diabète. Tu ne vas pas l'adapter exactement pareil, donc il y a peut-être des bases, mais je ne suis pas sûr que ce soit un module commun. Par contre, effectivement, la transmission génétique, ouais. Et on peut s'en inspirer, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Et sinon, merci beaucoup. Et on attaque la dernière partie avec Laurent François tout seul, je ne sais plus sur quoi. E-learning médico-diététique. Sur le e-learning, tout à fait. Eh bien, on t'écoute. Donc là, il ne s'agit plus d'ETP, mais de l'enseignement à distance à destination des professionnels de santé. Voilà, donc de la formation. La formation. Donc l'e-learning médico-diététique, c'est la première fois en fait que je communique là-dessus. Et donc faire un point d'avancement sur ce projet.
Voilà, donc là, c'est pour vous montrer le groupe qui est concerné, le groupe de travail filière qui est impliqué dans ce projet. C'est sur l'axe 4 des actions de la filière, formation et l'information. Et donc, là, il concerne l'action 5 sur la collaboration clinico-diététique. Et vous voyez que dans les actions est inscrit l'e-learning médico-diététique. Alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, le e-learning est défini par la Commission européenne en 2001 comme étant l'utilisation des nouvelles technologies multimédia de l'Internet pour améliorer la qualité de l'apprentissage en facilitant d'une part l'accès à des ressources et à des services, d'autre part les échanges et la collaboration à distance. Donc ça, il y a des implications très terriennes en fait, mais il faut que les professionnels de santé disposent d'un terminal, d'une connexion Internet et qu'ils aient aussi certaines aptitudes minimales en informatique. Là, je vous ai mis des ressources, ce sont des documents que l'HAS a édités, donc il y a une fiche descriptive sur cette formation en ligne. Et puis, ils ont édité aussi un guide pour concevoir l'e-learning. C'est un guide de 100 pages à peu près, qui est très bien fait, qui est intéressant. Quelle est la thématique de cet e-learning? Ce sont les maladies à nutrithérapie hypoprotidique. Et on va donc créer 2 parcours. Il y aura un parcours général qui va permettre de consolider le socle de connaissances de l'apprenant. Et puis un parcours qui sera dédié à une maladie. Donc on a choisi en premier la phénylcétonurie parce que c'est une des maladies la plus prise en charge par les diététiciens. L'objectif principal de cet e-learning, c'est de pallier une carence d'enseignement de ces maladies aux diététiciens. Et donc je suis allé voir sur le site de Légifrance le référentiel du BTS de diététique. Donc ça apparaît au journal officiel. Ça date, la base de ce BTS là, date de 1997, donc c'est quand même pas tout récent. Et quand on regarde la rubrique pédiatrie, eh bien, au niveau des maladies héréditaires du métabolisme sont enseignées la galactosémie, fructosémie, glycogénose, et puis phénylcétonurie, leucinose, et puis c'est tout. Et moi, je me souviens, donc ça fait un petit moment maintenant que j'ai passé le BTS, mais phénylcétonurie, j'avais 2 pages, leucinose, 1 page, et puis j'ai eu l'hypertyrosinémie, 1 demi-page. Voilà, c'est tout. Donc il y a vraiment une carence à ce niveau-là. La cible des apprenants, les professionnels de santé, donc une cible principale, les diététiciens impliqués dans les MHM, les seniors et évidemment les juniors, les cliniciens métaboliciens juniors, donc surtout pour la partie diététique, et puis une cible secondaire, donc d'autres professionnels de santé, ça peut être je pense aux étudiants en fait, les stagiaires, les diététiciens, les médecins, des infirmiers, les assistants sociaux. Donc ça peut être, je vais vous montrer tout à l'heure, il y a un module sur le social, donc c'est un module général en fait sur la prise en charge de ces maladies, donc ça peut concerner d'autres assistants sociaux pour d'autres maladies. Les psychologues, les pharmaciens, donc j'ai déjà eu une demande de Nadia Médour de la GEPS qui est très intéressée pour avoir accès à cet e-learning pour former son équipe. Et puis, j'ai ajouté des pédiatres, des généralistes. Alors, quelles sont les étapes de la construction? Donc là, on fait appel à des processus d'ingénierie pédagogique. Donc, ce sont des processus qui sont modélisés. Moi, je n'ai pas du tout tenu compte de ça. J'ai mis un peu les étapes qui me paraissaient importantes et qui allaient constituer des freins à l'avancement de cette action. La première étape, c'est d'analyser le besoin pour pouvoir établir un scénario pédagogique. Donc ça, c'est un Excel que m'a fourni l'agence digitale et j'avais une structure et tout un Excel à remplir. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que c'est. Et puis, il a fallu obtenir une validation par le groupe de travail de ce scénario pédagogique. La deuxième étape était de rechercher des intervenants et d'obtenir leur implication. Troisième étape, rédiger les contenus. Donc là, c'est en train de se faire. Donc, rédaction des contenus par les intervenants et ensuite les centraliser.
4e étape, c'était de s'occuper du design. Alors le design, c'est pas que l'aspect de la diapositive ou du support, c'est surtout procéder au design, c'est ce que j'ai appelé le design pédagogique, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas c'est de rendre le support pédagogique. La 5e étape, c'est une validation qu'il faudra faire par tous les intervenants. 6e étape, c'est l'enregistrement du commentaire de chaque intervenant. Donc chaque intervenant va enregistrer son commentaire, puisque le support principal qui sera utilisé pour cet e-learning, ce sont des diaporamas sonorisés. Il y aura des PDF aussi, il y aura des vidéos, mais le support de base, ce sera les diaporamas sonorisés. Et puis il va falloir centraliser tout ça, transmettre tout ça à l'agence du digital pour qu'ils réalisent l'étape 7, ils vont donc synchroniser l'enregistrement des intervenants sur le module d'e-learning. Et puis la dernière étape, ce sera l'implantation de tous ces modules dans une plateforme LMS. Pour l'instant, on s'oriente vers une plateforme LMS, oui, pour faciliter en fait la gestion des apprenants. Voilà, donc pour l'instant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on est à la phase 3, donc on est en train de récupérer tous les contenus des différents intervenants. Alors là, c'est le scénario pédagogique avec toutes les séquences, donc c'est une représentation de l'Excel que j'ai rempli. Donc il faut trouver les séquences, un titre à la séquence, il faut déterminer les thèmes, trouver les titres des thèmes, rechercher les intervenants, et puis ensuite il faut également déterminer les objectifs pédagogiques pour l'apprenant, c'est-à-dire qu'à la fin du module, l'apprenant doit être capable de, et là on détermine chaque objectif. La première séquence, c'est la présentation du système de soins maladies rares. Donc, on va décrire un petit peu tout ce qui se passe avec les filières. Et puis, c'est un moyen pour nous de présenter la filière G2M, ses acteurs et toutes ses actions. La séquence numéro 2, ce sont les pathologies à nutrithérapie hypoprotidique. Donc là, on va avoir un descriptif en fait, général de ces maladies. C'est quelque chose qui est compliqué à faire puisque nos maladies sont quand même très spécifiques les unes aux autres. Et c'est l'occasion de parler du dépistage néonatal, parce que vous savez peut-être qu'à la fin de l'année, il va y avoir 7 autres maladies qui vont être dépistées en néonatal. La séquence numéro 3, ce sont des rappels sur la nutrition du bien portant. Donc là, c'est quand même un module important, surtout pour les diététiciens juniors, parce que ça va permettre de renforcer leurs connaissances et de revoir les calculs. Hein. J'ai mis une petite flèche là qui clignote. L'important, c'est de savoir calculer déjà des rations alimentaires pour le bien portant. La séquence numéro 3, c'est la suite, en fait, rappel sur la nutrition, avec la thématique de la diversification de l'alimentation. C'est aussi quelque chose qui est important, qu'on doit absolument connaître pour les maladies rares à régime, parce qu'à cette étape-là, donc vers l'âge de 5-6 mois, les parents vont commencer à devoir contrôler les apports en protéines ou en acides aminés, et donc ils vont commencer à utiliser des systèmes de contrôle, et notamment le système de part. La séquence 4, c'est le traitement diététique des maladies à nutrithérapie hypoprotidique. Donc là, c'est la plus grande séquence, en fait, avec un thème important sur le principe de calcul d'une ration hypoprotidique. Ça, si on ne sait pas calculer pour ces maladies-là, ça ne va pas aller. Il y a les mélanges d'acides aminés qui sont également importants. Donc, c'est une thématique importante à enseigner. Chaque mélange d'acides aminés est spécifique à une pathologie, donc il faut le savoir. Et puis, dans les dernières thématiques, il y a le système de contrôle de parts, donc les différents systèmes de contrôle, soit avec des parts, soit avec des unités ménagères. Donc, c'est quand même donner un large aperçu de notre travail et de tout ce qu'on doit ensuite transmettre également aux parents et aux patients. La 5e séquence, c'est le suivi médico-diététique, donc c'est donner en fait un aperçu du suivi de ces maladies-là,
l'aspect médical et organisationnel du suivi des patients, et puis aussi de savoir travailler un peu dans l'urgence si on nous demande de préparer une nutrition ou des biberons avec un régime de décompensation, par exemple, parce que le bébé ne va pas bien et il va être hospitalisé. Donc donner aussi cet aperçu-là aux jeunes diététiciens. La séquence numéro 6, ce sont les aspects psychologiques. Donc là, on a déjà pas mal travaillé sur les 3 premiers thèmes avec Valérie Barbier, qui est psychologue sur le centre de Necker. Et il reste à travailler le 4e thème sur les troubles de l'oralité. 5e séquence, les aspects sociaux. Donc là, c'est un module aussi important. Que doit faire un médecin au moment du diagnostic d'un nouveau-né ou du petit enfant? La même chose, quelles sont les démarches que doivent faire les parents lors du diagnostic de leur enfant? La même chose pour un adulte. Le circuit de scolarisation des enfants et des adolescents handicapés. Et puis aussi, j'ai rajouté la 6e thématique, vivre avec une maladie rare en France, aide et prestations pour les personnes atteintes de maladies rares. Donc c'est un guide en fait qui est édité chaque année par Orphanet, un guide qui est très bien fait, qui est très dense, et c'est vraiment un gros travail qu'ils font. La séquence numéro 8, les situations particulières. Donc on va traiter la transition, donc expliquer aux jeunes professionnels ce qu'est la transition, et aussi un thème important sur la grossesse, avec les risques, les références nutritionnelles dédiées à la grossesse et les recommandations de prise en charge des patients. L'avant-dernière séquence, c'est le parcours éducatif initial des parents et des patients. Donner en fait une sorte de feuille de route, une planification des étapes de formation et de l'ETP aux parents, qu'on va faire avec les parents et les patients. Donc c'est la même chose, hein, quand on est juste diplômé, on n'a aucune idée de ce qu'il faut faire au niveau de l'ETP. Et c'est quand même essayer de programmer les choses et pas de vouloir tout faire en même temps et très rapidement. Et puis, cette séquence va nous permettre également de présenter tous les programmes ETP qu'on a vus ce matin et tous les outils qui sont en train de se créer. La dernière séquence, ce sont les autres traitements, donc avoir un aperçu des traitements innovants, des perspectives de traitement. Voilà le programme, il n'y a plus qu'à continuer. Merci beaucoup. Oui, merci de me le rappeler. J'avais oublié. J'ai une question qui s'est déjà posée, je crois, mais je ne refais plus la réponse à chaque fois. À la fin, qui va être propriétaire de ces trucs-là? Parce qu'il y a des diaporamas sonorisés. C'est la filière. Qui vont passer par une entreprise, enfin par un truc privé, je mets de formation. Le jour où il n'y a plus de sous, je ne sais pas quoi, vous avez une garantie que la filière est propriétaire et récupère? Alors ces modules, ils sont encapsulés dans un certain format. Il y a des formats LMS qui existent et qui permettent de récupérer tous ces modules et de les intégrer ensuite sur autre chose. Là, on a dans l'idée de prendre cette plateforme, la LMS, pour nous faciliter la tâche au début. Mais après, on peut très bien arrêter et intégrer tout ce parcours-là d'e-learning au niveau du site Internet. C'est d'avoir la garantie d'avoir la propriété intellectuelle oui, ça, des documents. On s'en est déjà inquiété. Parce que ça nous est tous arrivé de travailler pour des industriels, un truc comme ça, c'est pas une critique. Hein. Mais après, le document que tu as fait, il n'est pas à toi. L'industriel décide de ne plus le diffuser, tu ne peux rien y faire et tu ne peux pas l'utiliser. Donc c'est ça, c'est quand même de garantir que vous gardez la propriété intellectuelle. Là, on en est sûr, là. Ouais. C'est très bien, je n'avais pas de doute, mais je voulais être sûr. Non, mais il faut faire attention à ça, c'est sûr. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Et en termes de valorisation de cette formation, comment est-ce que ça va se passer pour la personne qui suit cet enseignement? On avait parlé de l'intégrer dans le DPC. Alors ça, moi, après, je ne sais pas. Je crois que c'est assez compliqué. Hein. C'est lourd à C'était la question obtenir. Posée parce qu'il y a de plus en plus de diététiciens qui demandent le DU de maladies métaboliques. D'ailleurs, c'est un mail que je dois faire au coordinateur. Il y a notamment une diététicienne de Suisse qui veut absolument la suivre.
Est-ce qu'on accepte ou pas? Mais c'est pas complètement adapté non plus. Voilà. Et donc, je pense qu'il manque quelque chose de certifiant. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on évolue vers un DU? Mais c'est lourd, un DU, sur le plan administratif. François, toi tu t'étais penché sur la question à un moment. Non, moi, à mon avis, c'est compliqué. Il y a deux trucs qui se mélangent un petit peu. Le DU actuel, à mon avis, il n'est pas adapté pour la grande majorité des diététiciens. Après, il y a des pays où diététiciens, il y a des diététiciens qui ont des thèses de sciences. Au Canada, en Angleterre. C'était pas ma question. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc la formation, ça pourrait être pour certains qui veulent progresser là-dedans. Faire un DU isolément, je ne sais pas, parce que moi, ça me paraît très lourd à organiser. Et puis, on ne va pas se mentir, on aura vite fait le tour des diététiciens impliqués dans les maladies métaboliques en France. Une fois que tous vont être formés, tu en as 1 ou 2 nouveaux par an, on ne va pas faire un DU pour 2 personnes par an. Donc, c'est ça le compliqué. Et j'ai un truc un peu plus gênant, mais où je ne sais pas la réponse. Tu as montré le référentiel des études de diététiciens et tout ça. Sauf que j'ai cru comprendre qu'à partir de cette année, ils ont changé les choses et que les BTS chacun va avoir des espèces de surspécialités. Et je te dis ça parce que moi j'ai été contacté par celui de Tours où j'enseigne, où ils veulent garder le truc métabolisme justement. C'est une bonne nouvelle. Mais oui, mais alors du coup je ne sais pas comment ça va s'organiser. Ça veut dire qu'il va y avoir des BTS de diète, ce que j'ai compris, où ils vont avoir une espèce chacun de spécialité annoncée. Des BTS, orientation médicale et puis peut-être orientation. Je sais pas. Moi, je suis allé voir là cette semaine sur le site. Pour la rentrée prochaine, ce que j'ai compris après l'été. Il n'y a rien pour l'instant sur le site. Je ne sais pas. Où j'ai mal cherché. Oui. Le DPC, là, on en avait parlé avec l'agence, il nous aiderait à l'intégrer, mais c'est quand même quelque chose d'assez lourd à faire. De toute façon, il y a tout un dossier à remplir. Au moins, en fait, à la fin de la formation, le diététicien disposera de quelque chose d'officiel. Mais comme on s'oriente vers la délégation interprofessionnelle, je pense que ça sera important que chaque diététicien ait cette formation pour dire que je peux être délégué. Et comme les dossiers sont en cours d'être faits dans les différents centres grâce à Tours, que je remercie encore, je pense qu'il va falloir faire une certification. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Bon, eh bien, un grand merci en tout cas. Merci beaucoup. Il reste à Pascal Delonlé de conclure. Est-ce que tu voulais peut-être redire un petit mot? Donc merci beaucoup à tous d'avoir participé. On était quand même assez nombreux, alors qu'on a perdu un peu le présentiel. Merci infiniment, je pense que c'était très riche. Et on voit le travail abouti des différentes équipes qui se sont attelées à l'ETP, ce qui n'est pas facile. Anne-Sophie Lapointe avait dit qu'il n'y aurait pas d'autres appels à projets tellement c'était compliqué. Et en fait, il y en aura d'autres. Mais merci parce que vous avez, je ne sais plus comment on dit, mais enfin, pris le taureau par les cornes et vraiment, vous l'avez fait. Et bravo. Et donc, il y en aura d'autres. Encore une fois, c'est l'équipe support de la filière. C'est évidemment filière SFEM. Voilà, on verra comment minimiser le nombre de journées pour ne pas essouffler tout le monde alors que les temps sont durs dans les hôpitaux actuellement. Mais vraiment, je suis bluffée par tout ce travail et avec les associatifs et avec tous les corps de métier et de quels que soient les horizons qui sont différents. On l'a vu aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. La prochaine journée, c'est la SFEM en juin prochain, fin juin, donc assez tard. C'est la prochaine journée pour se retrouver après en septembre. Donc je ne crois pas qu'on se retrouve sinon. Je ne crois pas. Voilà. Merci infiniment. Et c'est les dossiers de relabellisation. Ça sort, ça y est. On vous a déjà envoyé un premier mail hier. Merci à tous beaucoup.